Comme mon cuir est ici assez fin, je vais utiliser un abacar de petite taille. Donc là c'est un Verger Blanchard numéro 1. Voilà, c'est tout à fait suffisant pour ce type de cuir. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer à la teinture. Je vais teindre ici avec des teintures base aqueuse. Je commence toujours la première couche, en général à l'éponge. Ici, le client veut une teinte relativement claire sur la globalité de la pièce. Donc je vais partir sur une teinte que j'ai diluée avec 50% d'eau, voilà, pour avoir au final un marron relativement léger. Alors, je vais aussi me servir un petit peu d'un chiffon, juste pour essayer d'homogénéiser un petit peu ma teinte. Donc là j'essaye de faire des cercles pour avoir le moins de traces possible ensuite sur mon cuir. Faire des lignes, ce serait vraiment la pire des choses. En fait, c'est vraiment ce qui ferait la trace de la main humaine, alors que si je fais plein de petits cercles, ça donnera un aspect très naturel à la teinture. Voilà, une fois que j'ai fait un premier passage, j'y vais maintenant un peu plus franchement pour aller plus vite et pour homogénéiser cette première teinte de base. Sachant que derrière, je vais appliquer ensuite d'autres couleurs pour mettre en valeur mon motif. Voilà. Donc voilà, maintenant la première couche est passée. On va passer à la seconde, en fait qui est là la version pure, donc non diluée de la première. Et je vais faire un peu de dégradé sur les bords avant d'attaquer le motif. Donc je mets un peu de teinture sur mon chiffon. Je vais même me servir d'un journal. Là, je vais simplement prendre un journal et je vais tapoter un petit peu sur le journal. Ça me permet de voir de quelle façon est chargé mon chiffon. Alors, tant que je ne suis pas sur le motif, ça n'a pas une très grande importance. Mais après, quand je vais attaquer le motif, mon chiffon va essentiellement me servir à teindre les reliefs. Donc je vais essayer d'avoir un chiffon pas trop chargé, voilà, pour bien contrôler l'application de la teinture. Donc je peux aussi me servir d'un tampon de laine, voilà, pour mettre de la teinture sur mon chiffon, ce qui est souvent le plus pratique. Et comme là j'ai un peu de linéaire à faire, je vais faire ce que j'appelle éponge chiffon. Donc je dépose ma teinture ici à l'éponge et c'est mon chiffon qui vient me faire le dégradé. Donc ici, il faut être assez rapide pour que le cuir n'absorbe pas toute la teinture que je viens déposer. Donc il faut toujours essayer également d'avoir l'éponge un petit peu en retrait par rapport au chiffon en fait, qui va gagner du terrain sur l'application de la teinture. Je ne vais pas me poser ici dans une zone qui n'a pas encore vu la deuxième couleur, je me mets toujours un petit peu en retrait
Et c'est le chiffon qui va avancer, qui va faire gagner de la teinte comme ça doucement. Ce qui fait que le fondu se fait doucement, gentiment, sans vraiment de difficulté. Alors que si c'est l'éponge qui est précurseur, on va dire, dans l'application de la teinte, à chaque fois je risque de me retrouver avec un peu la trace de l'éponge, ce qui pourrait être gênant. Parce qu'après ça va pas me faire un dégradé, je vais avoir des marques un peu partout. Donc voilà, c'est le chiffon qui gagne du terrain. Donc après voilà, je reviens un petit peu en arrière, j'insiste sur certaines zones, voilà, qui me semblent un peu légères. Voilà, donc on voit doucement un liseré se former autour, un petit dégradé. Je vais maintenant partir sur le motif. Et là, je vais partir sur un motif beaucoup plus sombre. Alors, je voudrais essayer d'avoir un petit halo rouge et le motif lui plus sombre. Donc, je vais sans doute partir sur un rouge foncé et sans doute un acajou. Je vais voir. En fait, souvent, je prévois mes pots et en fonction de la pénétration de la teinte sur le cuir, j'adapte mon geste. Donc ici, j'insiste un peu avec mon éponge parce que je veux vraiment que là où j'ai passé mon beveler, donc dans les creux de mon motif, ce soit rouge. Donc j'insiste. Voilà, et après j'aurai tout mon travail de dégradé pour estomper, pour que ce rouge se fonde ensuite dans les couleurs qui vont se retrouver autour. Donc déjà pour m'aider à fondre ces couleurs, je reviens sur la première pour lier un petit peu tout ça, pour préparer mon dégradé. Donc là je suis de nouveau sur ma première teinture. Donc c'est vrai qu'en général on applique toujours les teintures de la plus claire à la plus foncée, mais il m'arrive assez souvent, justement quand je fais des dégradés, de redescendre pour relier tout ça, pour bien lier toutes mes couleurs. Donc je descends, je remonte. Voilà, le but étant vraiment de lier les couleurs et que ça se fasse le plus doucement possible, le plus naturellement, je dirais. Voilà, que ça donne quelque chose de patiné. Donc là, je repasse avec mon deuxième marron. Et voilà, maintenant je retourne encore avec la première pour justement assurer la liaison entre la deuxième et la première couche. Maintenant je vais passer à du rouge foncé pour essayer de bien mettre en valeur donc le motif.
Et ici, pour être encore plus précis dans mon application, voilà, je vais vraiment ouvrir le chiffon et je vais appliquer ça au doigt. Voilà, je vais juste mettre un peu de teinture sur le doigt pour bien contrôler ma zone d'application. Voilà, et de nouveau, je reprends la première pour encore adoucir mes jonctions de couleurs et raviver un petit peu mon rouge, parce que le rouge foncé l'avait quand même assombri. Voilà. Et maintenant, je vais sans doute passer ensuite à l'acajou pour vraiment encore accentuer mon motif. Voilà, je suis maintenant avec l'acajou. Donc toujours avec le chiffon au bout du doigt pour essayer de contrôler au mieux la zone de placement, enfin on va dire de répartition de mon acajou. Parce que là c'est quand même une teinte très foncée. Il ne faudrait surtout pas que j'en mette dans une zone claire. J'aurais beaucoup de mal ensuite à essayer de l'atténuer. Je vais teindre aussi les rabats. Donc comme tout à l'heure, je commence par la première couche à l'éponge. Et ici, comme ce sont de petites pièces qui ne seront pas visibles, voilà, je vais surtout me contenter d'avoir un effet propre, quelque chose d'assez homogène. Voilà, on peut s'amuser à faire un petit dégradé. Voilà, après là c'est vraiment au choix de chacun, parce que la pièce étant pas grande et peu visible. Voilà, l'essentiel c'est surtout d'avoir une teinte homogène. Et ensuite, je vais m'occuper du lustrage qui est très important. Ça va me permettre de stabiliser mes teintes, de tout doucement participer, on va dire, un petit peu à l'étanchéité du cuir. Et surtout, de mettre en valeur les couleurs. Donc je vais faire ça juste après, là je termine ma pièce. Je vais faire ça avec un collant, ou si vous avez un chiffon très doux. Et ça va me lustrer le cuir, et ça va vraiment raviver les couleurs, rehausser les contrastes. Entre les creux et les reliefs, donc surtout au niveau de mon motif, ça va être très intéressant. Voici donc le lustrage. Donc là c'est un collant que je roule en boule, et surtout faire attention de ne pas avoir de plis ou de bouloches, parce que ici le cuir étant très humide, il pourrait rayer très facilement. Donc je fais toujours attention à ce que je n'ai pas de plis, voilà, pas de zone qui serait susceptible de venir rayer mon cuir. Donc attention aussi quand on attaque la zone où on a du repoussage, parce que ça va avoir un peu l'effet d'une toile émerie, on va dire, sur notre chiffon doux. Et c'est là que ça pourrait faire des plis, rayer, enfin entre guillemets, abîmer mon chiffon. Et dans la foulée, je vais rayer le cuir. Donc ici sur le chiffon, je frotte pas très fort, enfin sur le motif, pardon, je ne frotte pas très fort, pour éviter d'abîmer le chiffon et par la suite le cuir lui-même. Ce qu'il faut surtout faire, en fait, ici, c'est un échauffement du cuir. C'est ça qui va participer à son lustrage. Donc ce lustrage ne s'opère que lorsque le cuir est humide. Si votre cuir a séché entre temps, ça n'apportera rien. Donc cette opération peut être plus ou moins longue en fonction de la teneur en eau du cuir. Plus il y a d'eau, plus ça va être long. Donc il ne faut pas chercher à forcément frotter fort. Mais voilà, il va falloir lustrer pour qu'en fait on arrive à donner une espèce d'aspect papier glacé au cuir qui va lui donner cette brillance et faire ressortir les motifs. Donc forcément, là où je dois insister le plus, c'est sur le motif, parce que c'est là que j'ai appliqué le plus de teinture, donc c'est là que c'est le plus humide. Donc maintenant, je vais le faire aussi pour les rabats. Voilà, maintenant la prochaine étape, ça va être de travailler les tranches. Donc partout où je vais avoir un assemblage, je ferai les tranches justement après assemblage, parce que je risque d'avoir un peu de ponçage, d'avoir un rabat carré. Donc je ferai ce travail de tranche qu'ensuite. Par contre, toujours pareil pour ces petits rabats intérieurs, cette tranche-ci, qui ne sera donc pas cousue,
je vais la préparer maintenant, parce qu'une fois assemblée, je risque d'avoir bien du mal. Donc pour le moment, les seules tranches que je vais travailler, c'est les 2 tranches intérieures des rabats. Donc, pour préparer les tranches, je vais utiliser ici ma première teinte, parce que c'est celle que j'ai utilisée sur les rabats. Donc c'est ma teinture classique, hein, je ne change pas. Par contre, je vais appliquer ensuite un baume de ma composition, donc c'est, on va dire grosso modo, un mélange d'huile et de cire d'abeille. Alors dans ma préparation, j'ai rajouté aussi de la lanoline, du beurre de karité, du beurre de coco, et il doit y avoir un 5e ingrédient que je vous donnerai comme ça par écrit. Voilà, donc ça c'est important, je mets ma teinture, je mets mon baume, et tout de suite dans la foulée, je vais lustrer. Donc soit avec un chiffon de lin, soit avec la Dremel. Voilà, je prends mon chiffon de lin et je viens lustrer les tranches. Donc là je me mets bien au bord parce que mon cuir est encore humide, il n'est pas très épais, il pourrait facilement se déformer, donc comme calant sur le bord, voilà, je ne prends pas de risque. Donc là j'utilise donc un baume, j'aurais très bien pu également utiliser de la gomme arabique, de la gomme adragante, voire de la cire d'abeille pure. Donc là après les résultats sont assez proches les uns des autres, c'est à chacun de se faire son opinion sur le produit. C'est vrai que la gomme arabique aussi est très bien, je ferai sans doute une prochaine vidéo avec la gomme arabique. Donc j'applique la teinte. Donc pour que le lustrage de tranche soit efficace, il faut surtout qu'il y ait suffisamment d'humidité dans ma tranche. Donc je mets la teinture, j'applique le baume et dans la foulée je le lustre. Il ne faudrait pas que cette humidité que je viens de déposer grâce à la teinture s'évapore, en fait se diffuse dans le cuir trop vite. Sinon vous risquez d'avoir un lustrage assez modeste, assez modéré, et qui va être, malgré vos efforts de lustrage, n'apporteront pas grand chose, car l'un des critères essentiels c'est vraiment l'humidité présente dans la tranche qui nous aide à lustrer. Alors bien sûr il y a également le produit qu'on rajoute, hein, le baume, la gomme adragante, etc. Donc pourquoi le chiffon de lin? Parce que c'est un chiffon qui permet de bien faire chauffer le cuir, qui donne vraiment un très bon résultat. Première étape avant assemblage, je vais maintenant griffer les contours de mon couvre-livre, là où il va y avoir le rabat qui se trouvera à l'intérieur. Ça sera assemblé comme ça, par en dessous. Donc je vais griffer ici, et je me suis fait un petit repère, voilà, correspondant à la largeur de mon rabat, pour bien sûr pas tout griffer. Alors je pourrais tout griffer et faire une couture décorative dans le milieu. Ici c'est pas le souhait du client, je vais simplement me contenter de coudre les rabats. Donc dans l'idéal, quand je griffe, je commence dans les angles, car je dois toujours avoir un point dans l'angle, ça c'est très important. Alors ici sur ma griffe à molette, j'ai une griffe numéro 8, c'est un peu ma griffe standard, qui sert à faire quand même beaucoup d'objets. Voilà. Donc il faut bien griffer sur la ligne, donc on a fait tout à l'heure à l'aide du formoir. Et donc si jamais ici je ne tombais pas dans l'angle, il me faudrait de toute façon, quoi qu'il arrive, un point. Donc je serais obligé de tricher un petit peu, enfin en tout cas de m'adapter. Alors l'avantage de la griffe de 8, c'est comme les points sont relativement denses, bah, je tombe quasiment tout le temps sur mes repères, sur mes angles. Voilà, j'ai souvent peu besoin d'adapter. Donc je griffe d'un côté, et je vais griffer également de l'autre. On va commencer par la grande longueur. Donc pour la griffe, à noter ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le pommeau il est contre mon épaule. C'est ce qui me donne de la force, et avec les doigts je peux bien contrôler ma molette et bien suivre mon trait de formoir. Voilà, maintenant que c'est griffé, je vais encoller les pièces pour éviter qu'elles ne bougent pendant la couture. Je vais utiliser ici une colle contact dont le solvant est à l'eau. On pourrait également utiliser donc bien sûr de la néoprène, mais elle est toxique, donc beaucoup moins agréable à utiliser que celle-ci qui ne dégage pas de solvant. Donc comme tout à l'heure pour ma griffe, je me suis fait une petite marque ici à l'intérieur pour délimiter ma zone d'encollage. Alors attention ici, la colle va être très gênante
si vous en mettez sur votre tranche, elle empêcherait la pénétration des teintures. Donc c'est pour ça que j'applique ici, on va dire par l'intérieur, ce qui m'évite de faire une coulure sur la tranche. Donc je vais en coller un côté, je vais en coller le rabat, je vais attendre que ça sèche. C'est vraiment le principe d'une colle contact. Pendant que ça sèche, j'irai préparer mon fil. Comme ça, pas de temps mort, on fait tout dans la foulée. Donc là je me sers d'un petit pinceau en silicone pour appliquer la colle. L'avantage de ce pinceau, c'est que je vais laisser la colle sécher dessus et elle va se retirer très facilement avec les doigts. J'ai juste à rouloter la colle, ça se fera tout seul. Donc j'ai même pas besoin là maintenant de nettoyer mon pinceau. Je vais laisser sécher et j'aurai juste à retirer la colle une fois que celle-ci sera sèche. Voilà, donc classiquement, là ici je me suis pris une brassée parce que je ne connais pas exactement la longueur dont j'ai besoin, donc je prends le maximum, donc une brassée de main à main. Je passe mon fil sur un bloc de cire d'abeille. Ici mon fil est en 432, c'est un fil qui passe bien aussi avec ma molette numéro 8. Je vais placer mes aiguilles, donc bien sûr de chaque côté de mon fil, parce que je vais coudre en poinçellier, j'aurai donc une aiguille à chaque extrémité du fil. Voilà, pendant ce temps-là, maintenant ma colle est sèche, je vais présenter les deux pièces et les encoller. Voilà, je présente mes deux pièces, donc ici on voit que la colle est prête, elle est quasiment devenue transparente, il reste un tout petit peu de blanc, mais là ça va coller. Voilà, la colle contact, quand elle est transparente, c'est qu'elle est prête. La colle contact type néoprène, quand elle ne colle plus au doigt, voilà, c'est le critère, elle aussi, c'est que c'est bon. Voilà, j'essaye de coller le plus soigneusement possible, bien sûr. Me voilà en place maintenant avec la pince sellier. Ici, normalement, un démarrage de couture, c'est un point doublé. Mais comme je vais avoir l'arrêt qui va se retrouver juste en bas de cette pièce, je vais commencer par doubler 3 points pour une raison d'esthétique. Voilà, c'est pas du tout pour une raison de force. Donc pour doubler 3 points, je vais percer 4 trous. Et je vais commencer par les deux les plus proches de moi. Donc je rentre une aiguille. Voilà, et cette même aiguille va ressortir, donc je fais un peu comme un U, voilà, les rentrées elle ressort. J'égalise maintenant mon fil. L'aiguille qui est la plus proche de moi, pardon, va remonter. Voilà, je passe ici devant le fil. Et je vais continuer à monter, parce que la couture point-sellier, c'est une couture où on va normalement vers soi. Mais justement, pour avoir mes 3 points doublés, donc je continue à monter. Voilà, sur mes 3 points. Voilà, maintenant je redescends. Je vais donc doubler ces 3 premiers points. Donc ici j'essaye de faire attention au placement de mon fil. Voilà, qu'il se mette bien en parallèle du premier point qui est déjà fait, pour que ce soit plus esthétique. Voilà, donc je le guide un peu. Voilà. Voilà, maintenant mes 3 premiers points sont faits, ils sont donc tous les 3 doublés. Je continue ma couture de façon traditionnelle. Donc à noter qu'il y aura quand même une petite subtilité dans l'angle. Tous les points qui se trouvent dans des angles se font avec la laine ronde et non la laine losange que j'utilise actuellement. Voilà, j'arrive justement donc dans le coin. Donc je change d'haleine, je prends une haleine ronde. Voilà ici. Tout simplement, ça c'est pour une esthétique du point. Parce que dans l'angle, j'aurai le choix à 2 angles de perçage. Mais si j'en choisis un, je vais avoir un des 2 points qui va être inesthétique. Donc pour ne pas avoir ce point inesthétique, on va faire un trou neutre, donc avec la laine ronde, pour avoir un point de couture de chaque côté qui soit neutre. Voilà, donc là pas de problème. Et maintenant que j'ai passé l'angle, je continue bien sûr toujours avec mon haleine losange.
Voilà, j'arrive maintenant au bout de cette couture, je la termine, donc forcément ici, par 3 points doublés pour l'arrêt, obligatoire. Donc ensuite je couperai le fil à ras, je renfoncerai ce petit bout de fil avec un peu de colle vinylique pour ne plus le revoir. Et ensuite il ne me restera plus qu'à taper les coutures. Donc je ferai ça en fait, les arrêts, taper les coutures, une fois que j'aurai fait mes 2 coutures. Voilà, histoire d'optimiser mon temps. Une fois que mes coutures sont terminées toutes les deux, je vais maintenant rentrer ici le petit bout de fil que j'ai coupé à ras. Je vais le cacher avec un peu de colle vinylique. Voilà, je m'aide de la laine ronde et ça me permet de rentrer le petit bout de fil. Voilà, comme ça il ne sera plus visible. Donc la colle, c'est juste pour éviter que le fil ne ressorte. Ça n'apporte rien en soi à la solidité de l'arrêt. L'arrêt est solide parce que j'ai fait 3 points arrière. Donc ça je le fais d'un côté et de l'autre parce que j'ai arrêté mon fil. Voilà, je l'ai coupé de chaque côté. Voilà. Dernière opération avant de s'occuper des tranches, cela va être de taper les coutures à l'aide d'un marteau ivoire ici qui est légèrement bombé, à ne pas confondre avec certains marteaux de carrossier. Donc je vais taper les coutures, ça va la protéger de l'usure. Ça la met en valeur au niveau esthétique, ça la sublime, on va dire. Attention, si bien sûr les points sont mal faits, bah, ça va aussi mettre en valeur le côté irrégulier de la couture. Donc je vais taper là maintenant sur mon granit, à l'aide du marteau ivoire, voilà, pour enfoncer la couture. Et donc comme je me pose sur le granit, je n'ai pas besoin de taper d'un côté et de l'autre de la pièce. Un seul passage, là voilà, ça va suffire. Je vais maintenant utiliser une ponceuse à bande vraiment toute simple, qui va me permettre de travailler les tranches, de les mettre vraiment toutes les deux au même niveau, ce qui donnera vraiment l'illusion qu'on a quasiment, pour ainsi dire, une seule épaisseur de cuir. Maintenant que j'ai poncé les bords, je vais abacarrer avant de faire mon travail de tranche. Donc je reprends aussi l'abacar français numéro 1, là où j'ai qu'une seule épaisseur, parce qu'il est plus fin que le précédent. Voilà, qui était une version de chez Tandy Laser, la version en double zéro, qui fonctionne bien, mais voilà, qui serait encore trop gros pour la seule épaisseur que j'ai à abacarer ici. Voilà, le français, là, il est bien parce qu'il est très précis. Voilà, j'applique la teinture sur la tranche. Donc je ne vais pas teindre toutes les tranches d'un seul coup, car comme je le disais tout à l'heure, il faut suffisamment d'humidité pour avoir un beau lustrage. Donc je vais faire en général, voilà, tranche par tranche, je vais teindre, baumer et lustrer. Et ici, donc je pourrais procéder comme tout à l'heure avec mon chiffon en lin, mais je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire donc avec un brunissoir monté sur Dremel. Ça fonctionne aussi très bien, on dépense moins d'énergie. Voilà, ma tranche est bien réalisée, donc maintenant je vais procéder ainsi pour toutes les autres, et il ne me restera plus qu'à protéger la fleur. Mon couvre-livre est quasiment terminé, je vais maintenant appliquer du baume donc, sur la fleur pour la protéger. Ça va la rendre étanche et nourrir le cuir. Donc là je l'applique au tampon, voilà, je fais des petits plots, j'applique un peu partout. Et après je vais uniformiser avec un chiffon doux, je vais laisser pénétrer. Et je reviendrai quelques dizaines de minutes plus tard avec un collant doux également pour donner un petit peu de brillance au cuir. Donc ici j'utilise un baume qui est légèrement différent de celui que j'ai utilisé pour les tranches. Ce sont les mêmes composants, les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions, pour avoir un baume plus gras, un peu plus liquide. Entre guillemets, enfin pas vraiment liquide, mais moins visqueux que le précédent, car ici le but n'est pas de coller les fibres de la tranche, mais bien de nourrir le cuir et de le protéger.
Donc j'ai pas besoin d'avoir une version aussi dense. Et c'est justement aussi plus facile à appliquer et à étaler sur la surface de mon cuir.